Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, consultant principal stratégie de transformation chez Novipro. Bienvenue dans votre pause TI, des discussions avec des experts sur des sujets d'actualité pour rester au fait des dernières tendances en matière de TI. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre revue annuelle du portrait TI, soit notre rapport phare sur les tendances TI qui façonneront l'année 2024. Cette étude est coproduite par le groupe Novipro et Léger et est votre guide en TI pour des décisions stratégiques éclairées. Cette année, quelle est la situation? Suivez-nous dans les prochaines minutes. Nous aurons plusieurs réponses à vos questions. Avec moi pour répondre à ces premières questions, j'ai Denis Vanier, directeur régional Nutanix, et Rodolphe Rigaud, qui est spécialiste des services solutions infonuagiques chez Novipro. Bonjour, messieurs. Bonjour, Pierre. Salut, Pierre. Messieurs, dans le portrait TI, le portrait relève qu'une part significative des entreprises, soit à 40%, optent pour l'infonuagique hybride. Donc, première chose, Denis, peux-tu nous décrire pour Nutanix, c'est quoi l'infonuagique hybride? Bien, merci premièrement de me donner du temps, c'est bien apprécié. L'informatique, le cloud hybride, c'est vraiment une vision qui est globale dans le centre de données principal puis dans l'infonuagique général. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on va avoir des charges de travail et des données qu'on va pouvoir rouler dans les deux environnements opérationnels. C'est le modèle le plus efficace au niveau des coûts, souvent au niveau de la gouvernance, pour servir les clients. En réalité, c'est ça que c'est. Les clients, ce sont les utilisateurs des compagnies, simplement. D'accord. Le cloud, c'est pas une destination. Oui. C'est un modèle opérationnel des technologies de l'information. Puis ce qu'on constate, c'est que les clients vont avoir un mode hybride pour être plus efficaces opérationnellement. D'accord. Maintenant, le portrait, lui, dit que c'est 40% des entreprises optent pour l'infonuagique hybride. Maintenant, Rodolphe, est-ce que ces constats résonnent avec l'expérience du marché que tu as, toi, avec tes clients ou tes prospects? Effectivement, je te dirais qu'on a quand même certains de nos clients qui vont être full dans le cloud, en fait, parce que ça répond à leur charge de travail. Mais de plus en plus, on a des entreprises qui font appel à nous et pour lesquelles, en tout cas, les solutions hybrides vont être plus avantageuses pour eux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en fonction, je te dirais, de leur charge de travail, en fonction de leur secteur d'activité, de garder des environnements on-prem peut améliorer une certaine efficacité opérationnelle, notamment pour des machineries, notamment pour tout ce qu'on va appeler industrie 4.0. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que ce modèle va faire du sens, en tout cas, pour ces entreprises-là. Denis, pour toi, chez Nutanix, quel motivateur tu vois chez des clients pour adopter une orientation hybride? Bien, moi, j'utilise une analogie qui est assez intéressante à cet effet-là. Si on a besoin de se rendre du point A au point B en voiture de temps à autre, on prend un service voiturier qu'on connaît. Ouais. Si on a besoin de ce service-là tous les jours, du point A, B, C, D, on se promène à gauche, à droite, puis on a besoin de faire ça 365 jours par année, il vaudrait peut-être mieux acheter une voiture. Et c'est là la rationnelle de dire, la notion ou l'analogie de dire, on est plus apte à travailler dans les services locaux, dans nos services locaux, pour les charges de travail dont on connaît la nature puis on connaît l'évolution. Et lorsqu'on a besoin d'expansionner pour des services, bien, on va dans le cloud public. Et malgré tout, il y a des services SaaS qu'on utilise dans le cloud public, que ce soit des services de bureautique traditionnels, les traitements de texte, les chiffriers, etc. On va les utiliser, on a un service. Ça, c'est normal. Tout ce qu'on peut faire en SaaS, on en bénéficie. Le reste, bien, la charge de travail, où elle est plus efficace à être déployée, c'est là qu'on doit en faire la décision au niveau des coûts, au niveau de la gouvernance, au niveau des fois, la performance tout court qu'on doit générer. Puis là, on fait la décision. Par contre, ce qu'on veut conserver là-dedans, c'est la capacité de gérer d'une seule vue et globale, peu importe l'environnement opérationnel, les charges de travail et les données. Et c'est là l'enjeu est principalement ciblé. Et c'est là peut-être que Nutanix aide un peu les clients avec cette perspective-là d'une fenêtre de gestion pour l'ensemble des charges de travail et des données, peu importe où est l'environnement opérationnel. On pourrait associer ça au travail qu'on faisait il y a 10 ans, lorsque le cloud est arrivé, l'infonuagique. On disait toujours, les travaux que moi j'ai fait chez Novipro, les clients, tu peux pas être un Google, ça coûte trop cher. Le Google est le cloud. Mais est-ce que tu peux te comporter comme un cloud, par exemple? Ça, on peut le faire. Oui, et c'est ça l'objectif, c'est de mimiquer les bénéfices du cloud public on-prem,
Mhm. Et là, les exemples de TCO, de coût total d'opportunité, démontrent clairement que c'est plus onéreux dans le cloud public, souvent, que ce ne l'est dans le cloud privé. Alors, il faut se doter d'un cloud privé. Alors, les outils associés à modernisation de ton environnement, hein, d'une part. Deuxièmement, c'est les outils d'automatisation, d'orchestration, créer son propre catalogue de services ou marketplace on-prem. Et c'est ça la bonne approche. Alors, si on est capable de créer ça on-prem, donner la même expérience qu'on retrouve dans le cloud public chez soi, et lorsqu'on a besoin de burster, comme on dit si bien, on utilise le cloud public pour ces bénéfices-là. Il va y avoir quand même des charges de travail qui vont être dans le cloud public et ça, c'est clair. Tu sais, je donne des exemples des fois. Est-ce que c'est clair que c'est un monde hybride? Ben oui. Tous les hyperscalers ont une offre d'info nuagique on-prem. Alors effectivement, c'est une preuve en soi. Rodolphe, on va continuer sur ce que Denis vient d'avancer, les investissements. Un des facteurs, des données qui sort de l'étude TI, c'est qu'il y a une augmentation notable des intentions d'investissement en info nuagique, tant mieux, que ce soit en services gérés ou en technologie, mais on remarque que la priorité numéro un des investissements, des intentions d'investissement, c'est la sauvegarde à 62%. Selon toi, avec tes clients, qu'est-ce qui explique un si haut pourcentage? C'est là où on voit aussi la technologie hybride. Aujourd'hui, je pense qu'on souhaitait se protéger à l'époque, on souhaite protéger ses données. Les données, c'est le bien le plus précieux d'une entreprise, donc il faut se donner les moyens en tout cas de protéger ces données. Mais aujourd'hui, on fait face à différentes sources de problématiques qu'il pourrait y avoir, notamment recrudescence de tout ce qui va être cyberattaque. Donc aujourd'hui, les entreprises doivent se doter d'une stratégie de sauvegarde, on va appeler ça la cyber-résilience, qui répondent à certaines pratiques. Je te dirais le 3-2-1 notamment, 3 copies de tes données sur 2 endroits différents, séparés par ce qu'on appelle un air gap. Or, aujourd'hui, les entreprises vont opter pour des solutions infonuagiques pour la sauvegarde. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles n'ont pas forcément le site externe pour pouvoir sauvegarder les données, n'ont pas forcément envie d'investir encore dans du matériel qui est quand même assez onéreux. On parle d'unités de stockage. Si on veut des unités de stockage robustes, par exemple, chez Novipro, on propose des solutions Exagrid. C'est des solutions qui sont quand même relativement onéreuses, mais qui offrent tout un panel de features, je te dirais, de sécurité à l'intérieur. Et nous, on va pouvoir faire bénéficier ça justement aux PME grâce à une offre infonuagique où elles vont payer un petit peu, justement, comme on le disait tout à l'heure, à la consommation. Donc, tu permets en sauvegardant, en mettant tes sauvegardes dans le cloud, ça va te permettre effectivement de bénéficier d'une solution plus robuste, plus sécuritaire pour protéger tes données qui va être le bien le plus précieux. Je vais vous donner une situation et Denis, je pense que tu es très bien positionné pour répondre à celle-ci. Je fais du travail en plan de continuité des affaires. On fait le plan de continuité, le risque assessment, techno, etc. Et après ça, c'est le plan d'urgence. Et la manière que je présente ça aux clients, lorsque je fais les premières démarches, monsieur le client, dans mon expérience, il y a 3 types de clients. Ceux qui ont vécu une cyberattaque, ceux qui la vivent en ce moment et ceux qui ne savent pas qu'ils sont en train de la vivre. Okay? C'est la réalité aujourd'hui en affaires. Tu es en train de la vivre et ce que tu ne sais pas, c'est que oui, tu vas être down. Oui, tes systèmes ne seront pas disponibles pendant, si tu es chanceux, une journée, sinon une semaine, sinon ça va très mal plus longtemps. On aborde ça comment chez Nutanix? La protection contre les cyberattaques, c'est un domaine très large. Là, dans ce cas-ci, on parle surtout de données, surtout sur lesquelles on se prémunit. Donc, il y a un élément de prévention, a priori, donc aider les utilisateurs à prendre garde. Mais une fois qu'on sait qu'on est breaché, où il y a eu une attaque puis que c'est arrivé, il faut avoir eu les mécanismes de préparation associés à est-ce que j'ai une fenêtre de temps pour recouvrir que j'ai prévu? Est-ce que j'ai mon objectif de temps de recouvrement? Puis là, ben, si je suis en mode manuel pour revenir, ben, est-ce que j'ai déjà des mécanismes pour me ramener? Mais en règle générale, d'utiliser le cloud public pour protéger ses données, etc., c'est une capacité de reprendre des processus, les données plutôt qui ont été créées pendant la période de recouvrement qu'on visait, le Recovery Point Objective, ce qu'on appelle un RPO. Ouais. Une fois qu'on a défini ça, ben, on va protéger un certain élément. On va peut-être avoir perdu certaines données. Et évidemment, le Recovery Time Objective, ce qu'on dit RTO, ben, combien de temps je peux me permettre pour revenir up dans mes... Et là, ça va définir le modèle. Moi, là, quand je regarde ça, c'est est-ce que l'entreprise, dans une vision de protection des données, parce que c'est des données, c'est la richesse des organisations, est-ce que j'ai prévu ça? Puis est-ce que je suis prêt à recouvrir en fonction de ça? Il faut déterminer l'attaque, arrêter l'attaque, puis bloquer les systèmes pour pas que ça s'étende partout. Alors là, on a des outils d'audit chez Nutanix qui nous permettent d'identifier les outils malveillants qui tentent d'arrêter le processus,
Ensuite, on a vraiment le mécanisme de dire, OK, on ne permet pas que ça s'étende encore plus. Et là, une fois que ça c'est déterminé, c'est comment je reviens maintenant. Puis là, je reviens au recovery point. Et c'est là les mécanismes qui ont déterminé quelle fenêtre que j'ai couvert, puis là, on va revenir. Et on dit qu'on est capable d'arrêter dans les exercices qu'on a fait en 20 minutes. Une fois qu'on a reconnu le déploiement, pour pas que ça s'étende dans le reste des systèmes, Nutanix prend 20 minutes pour arrêter et bloquer tout cela. Alors, c'est vraiment l'approche qu'on a chez Nutanix, à travers les outils, puis des outils comme DataLens qui permet de faire cette découverte-là. Rodolphe, pour clore la discussion, si on revenait, si je reviens à la première question, c'est 40% des entreprises optent pour l'infonuagique hybride. Est-ce qu'on devrait prendre la cyber-résilience que Denis apporte comme approche de sélection en hybride pour ces 40% de compagnies-là? Exactement, comme tu l'as dit au début, l'idée c'est plus de se dire est-ce qu'on va se faire attaquer un jour, mais plutôt les entreprises se disent quand est-ce que je vais me faire attaquer. Et la cyber-résilience, outre la cybersécurité qui va mettre en place des mécanismes pour justement éviter de te faire attaquer, le jour où ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu vas utiliser tes solutions de cyber-résilience, d'où l'importance de mettre en place des mécanismes de sécurité en ce sens. On va parler des solutions de backup, on va parler aussi des solutions de relève. Et c'est là où les entreprises vont opter pour le mode hybride pour pouvoir avoir justement une solution de sauvegarde dans le cloud, une solution de relève dans le cloud. Et puis comme l'a dit Denis, l'idée pour une entreprise, c'est de bien comprendre comment elle fonctionne, ses processus d'affaires, ses charges de travail, justement pour pouvoir définir entre guillemets les RPO, les RTO. Et avec Novipro, on va pouvoir justement s'adapter et analyser le besoin d'une entreprise pour fournir une solution conséquente. Parce qu'aujourd'hui, tu ne veux pas forcément avoir ceinture, bretelles, etc. pour toutes tes charges de travail. C'est quelque chose qui va être beaucoup trop onéreux. Donc l'idée, c'est d'analyser tout ça. Pour certaines charges de travail, ton RPO, RTO sera réduit. On pourrait utiliser du backup pour restaurer tes données. Ça va prendre un certain temps, mais tu es apte à faire avec ce temps-là. Pour d'autres données ou d'autres charges de travail, malheureusement, il va falloir quelque chose de beaucoup plus rapide, un RTO beaucoup plus agressif. Et on a d'autres types de solutions chez Novipro, notamment avec du Zerto, notamment avec d'autres types de solutions qui nous permettent de recouvrir rapidement. Denis, mot de la fin concernant l'hybride et la cyber-résilience. Premier mot, c'est l'adoption d'une stratégie cloud est passée de cloud first à cloud smart. Ah, oui. Donc, on aborde les charges de travail, où est-ce que ça fait plus de sens d'aller. Et c'est là qu'on amène le concept de cloud hybride. Pas toutes les charges de travail nécessitent d'aller dans le cloud public. Exact. Il faut par contre considérer qu'on doit avoir dans le cloud privé les mêmes avantages qu'on retrouverait dans le cloud public. La résilience, l'agilité, la flexibilité, une capacité peut-être de payer à la consommation, à l'utilisation, un genre de service comme l'électricité peut-être qu'on paierait à la consommation. Alors ça, ces éléments-là, on doit les aborder dans un cloud privé. La résilience, la stratégie cloud, il y en a qui vont la prendre pour avoir ce qu'on appelle la continuité des affaires et les recouvrements en cas de désastre. Et le cloud pourrait être un des joueurs à cet effet-là. Ce que je voudrais dire, c'est que si on fait un plan de résilience ou de recouvrement dans le cloud public, il serait bien de ne pas avoir à déterminer l'espace nécessaire statique. Parce que ça coûte de l'argent. Mm-hmm. Alors, il y a des outils pour faire ce qu'on appelle une croissance dynamique aux besoins. Alors là, on peut bénéficier de toute l'agilité du cloud public en créant ce qu'on appellerait un site de recouvrement en cas de désastre élastique. Exact. Alors ça, c'est fort intéressant. Là, on commence à bénéficier des avantages que le cloud public est supposé nous doter. Alors là, c'est des éléments qu'on aborde. Bien, merci, messieurs. Vous venez justement d'expliquer, si on ne peut pas être un cloud, on peut quand même se comporter comme un cloud. Merci, Pierre. Merci, Pierre. C'est un plaisir. Merci. Nous tenons à remercier tous les contributeurs qui ont collaboré à cette édition du Portrait TI, la firme Léger, notre partenaire Platine IBM, notre partenaire Or Nutanix, nos partenaires bronze Microsoft, Data Sentinel et Infor, ainsi que notre partenaire d'opportunité Arctic Wolf. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur l'année technologique 2024, nous vous invitons à télécharger le Portrait TI à l'adresse suivante portrait-ti.ca. Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour la prochaine pause TI.